Salut les mecs et bienvenue sur Spirit Fight Club où on va couvrir l'actualité de l'UFC, de tout ce qui s'est produit cette semaine et surtout ce week-end. UFC 295, euh, de nouveaux champions, magnifique soirée, que des bangers, que des KO pour la satisfaction du public, de moi. On va commencer par le main event en vrai. Le main event entre Alex Poatan Pereira contre Jiri Prochaska. Je vais te montrer un tweet où j'ai prédit notamment comment le combat allait se dérouler. C'est pas pour me la péter ou dire que je suis un génie. C'est juste pour rappeler que on peut se tromper parfois, hein, comme je l'ai fait avec Benoît Saint-Denis, mais que je ne mets pas, enfin, je suis pas devant une caméra juste pour me la péter, mais que je connais un minimum le sport. En tout cas, Alex Pereira, il a quand même, euh, il a quand même fait un sacré exploit de nouveau au Madison Square Garden. Le maire de la ville, on l'attend pour qu'il file les clés de cette ville à cet homme, qui a donné espoir à quiconque sur cette terre qui pense que la vie est dure, qu'il pourra jamais s'en sortir. Pereira a montré qu'en vrai, on peut être un ancien alcoolique, un mec dépressif et on peut quand même atteindre le sommet du monde. Euh, le combat, moi, vraiment, j'avais regardé, j'ai pas fait des prédictions, mais je savais à peu près comment ça allait se dérouler pour multiples raisons. Pour surtout, disons que Jiri Prochaska, on le sait, il a un style très très peu orthodoxe. Des mouvements illisibles, bras, enfin, garde baissée et des angles d'attaque illisibles pour quiconque qui l'affronte. Désagréable même, je dirais, mais très agréable et très spectaculaire pour les gens qui regardent, comme nous, à peu près. Je savais que la première chose à faire avec un type comme lui, il fallait vraiment réduire la mobilité. Et c'était logique. Il rit, il sautille dans tous les sens, il bouge beaucoup. Et si tu t'attaques à ses pieds, il l'aime pas. Volkan Ozdemir lui avait mis un leg kick à son premier combat à l'UFC qui n'a pas très très bien apprécié Prochaska. Et dès ce moment-là, je me suis dit, ah, on tient vraiment les points faibles d'un type comme lui qui ne check pas beaucoup les leg kicks et d'ailleurs qui ne les prend pas bien, quelque part. Du coup, le combat commence. Alex Pereira, ses leg kicks qui sont illisibles aussi, hein, parce que vraiment, quand il les met, tu le vois pas venir, hein. Enfin, bah, ils ont du mal tous à les checker, donc quelque part, je pense qu'ils ont du mal à les voir venir. C'est rapide, c'est bien déguisé et c'est illisible. Il en met quelques-unes, calf kick, et je vois Yuri qui change de garde, qui fait des expressions, des grimaces, qui démontrent qu'il n'aime pas, qu'il commence à avoir mal. Ensuite, Yuri change de niveau pour aller au takedown. Et là, je regarde mon petit frère à côté, je lui fais, ses pieds sont déjà compromis, ça se voit. Pereira, il y en a beaucoup qui pensaient avant le combat que oui, le sol, ça va être un problème. Non, le sol sera plus jamais un problème pour Pereira. Je ne dis pas qu'il peut défendre tous les takedowns. Ça, je pense qu'on l'a vu. Il peut pas défendre tous les takedowns. Mais, mais il y a une chose, c'est qu'il peut se relever souvent. Ou sinon, il peut contrôler pour qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts. Iri passe 2 minutes sur lui et à part quelques coups de coude qui sont passés, le reste, Alex Pereira était serein, il contrôlait les choses. Pareil pour Jan Blachowicz qui a passé plus de 4 minutes sur lui. Il n'a jamais réussi à créer des dégâts ni finaliser quoi que ce soit. Du coup, le combat, le round se termine et on arrive au deuxième. Le deuxième, il reprend de service et il réinvestit sur les pieds. C'est tout à fait bénéf. C'était magnifique à voir. Moi, j'ai adoré. Et là, je vois encore Yiri qui fait des grimaces, qui parfois lui fait signe de tête bien joué. Je me suis dit non, là, il est compromis. Donc, du coup, je vois Yiri qui commence à accélérer un minimum. Je me suis dit, ça se voit, il a juste envie de finir le combat le plus vite possible. Là, il sait très bien que sur 3, 4, 5 rounds, c'est impossible de tenir si les deux jambes sont compromis. Donc, autant changer directement tout de suite et essayer d'accélérer et prendre le risque de finir ou de se faire finir. Du coup, il attaque, bim bim.
Il commence à faire ses enchaînements et Alex l'accueille avec une droite qui le déstabilise et une gauche qui le sonne et qui le fout par terre. Là, il rit instinctivement, il va pour le double leg et il prend des coups de coude sur le côté et il retombe en arrière. Beaucoup disent que oui, Marc Godard a arrêté trop vite. Non, bah non, parce que tu vois, il rit. Dès qu'il se fait sonner avec les crochets, il va pour le double leg et il s'y réajuste pour pouvoir joindre ses deux mains et finaliser ses takedowns. Puis à force de prendre des coups de coude dont deux ou trois qui ont dû passer derrière l'oreille, tu le vois son corps lâcher et retomber en arrière. Et tu peux regarder ça sur plusieurs angles. Il était fini. Il était vraiment fini. Et il y a pas de discussion. Après le combat, il dit ouais, c'était le bon arrêt de l'arbitre et il ne conteste pas. Le problème, c'est que c'est les fans qui contestent, c'est pas lui. Donc le mec qui prend le coup, il nous explique qu'il était out, mais t'as quand même des gens qui maintiennent qu'il ne l'était pas. Alors, je sais pas si par télépathie vous ressentez le coup, vous, qu'il a pris, mais il n'y a pas de discussion. Il était out. Pereira, champion de nouveau, deux catégories. La suite, logiquement, ça devrait être Jamal Hill s'il est opérationnel d'ici mois de mai, parce que UFC 197, 198 et 199 dont on va parler tout à l'heure, c'est tous bookés. UFC, c'est 200 plutôt que 100. 300, c'est McGregor, Chandler, tout le monde le sait. Du coup, UFC 301, soit fin avril, soit début mai. Ça devrait être logiquement Jamal Hill contre Alex Pereira, s'il est apte. Mais personne ne sait Jamal Hill quand est-ce qu'il sera opérationnel pour combattre. J'ai regardé les updates, il n'y a rien pour l'instant, aucune information qui dit que au mois de mai, il serait capable d'avoir fait un camp d'entraînement et pas revenir dans l'octogone. Donc si Jamal Hill ne peut pas combattre, la suite logique, ça devrait être soit les gagnants de Ankalaev contre Walker. Moi, je serais vraiment pas contre cette idée. Soit les gagnants Rakic et Jan Blachowicz. De préférence, si c'est Rakic qui gagne, parce que Blachowicz, je vois pas l'intérêt de le remettre pour un title match encore. Certes, il n'a pas perdu clairement contre Alex d'une manière décisive pour dire que oui, il devrait plus être dans la course du titre, mais il a néanmoins perdu quand même. Moi, selon moi, en vrai, des préférences, je préférerais quand même que ça soit Ankalaev contre Walker. Les gagnants, il affronte Pereira. Au main event du même pay-per-view, si on peut, ou même si on peut, un UFC Fight Night en Europe, Pologne, un truc comme ça. Iri Prochaska prend le gagnant de Blakovic contre Racic, si c'est fait au mois de janvier. À peu près comme ça serait vraiment magnifique, la timeline serait parfaite et tout le monde sortirait gagnant. Alex Pereira, il a call out son ancien ennemi, l'homme qui l'a fait sortir du bar, Israël Adesanya. Le problème, c'est que c'est du vu et du revu, et du revu et du revu. Et c'est. En plus, de quelle manière tu pourrais justifier Israël Adesanya qui a perdu contre Sean Strickland sur 5 rounds où il a été dominé? Tu pourrais dire aux gens, bon, vas-y, on file les title shots à Adesanya. Ça n'a pas de sens. Même s'il y a une histoire, il y a une rivalité, il y a tout ce que tu veux, non, ça n'a pas de sens. Oui, mais il l'a mis KO la dernière fois. Ça n'a pas de sens. Ça devrait. C'est injustifiable. Après, je suis pas en train de dire oui, c'est injustifiable parce qu'il y a une panoplie de contenders qui attendent chez les poids lourds légers. Les poids lourds légers, c'est une catégorie presque dead, tu vois. Il n'y a pas grand-chose là-bas. Quand tu as Glover Teixeira et Jan Blachowicz qui ont 38 et 40 ans à l'époque quand ils sont devenus champions. Quand tu as des gars comme ça âgés qui deviennent champions, tu te dis que il y a un problème. C'est que voilà, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais bref, en tout cas, moi je suis content pour Alex Pereira.
Euh, Vraiment, une inspiration pour quiconque. Vraiment, c'est deux catégories au kickboxing champion, en plus d'être Hall of Famer au Glory. Deux catégories à l'UFC. Mais je sais pas si on réalise parce que les mecs, il a fait quand même quoi? 8 combats à l'UFC ou peut-être 7 combats. Il a battu 4 champions. Il est champion de deux catégories. Ça fait même pas 3 ans qu'il est dans l'octogone de l'UFC. C'est légendaire. Je pense que vraiment, les records qu'il a, enfin, l'histoire qu'il a créée en si peu de temps, je ne sais pas si ça sera répété. Et je ne pense pas qu'un jour ça pourra être répété. Ce mec est une légende. Et ce n'est rien d'autre qu'en fait, beaucoup de travail, beaucoup de confiance en soi, et surtout, beaucoup de souffrance dans la vie qui te met des baffes. Et vu que tu as gardé la tête haute et que tu jamais lâché l'affaire, la vie te récompense. Et donc, Alex Pereira, c'est juste ça. C'est un homme dont la vie a dit, je peux pas l'abattre celui-là. Il est, il est trop compliqué pour moi. Donc, je vais le récompenser plus tôt. Et il a été récompensé par l'univers. Donc, Pereira, on lui souhaite que le meilleur gros et on a hâte de le revoir dans l'octogone. Passons au co-main event avec Tommy Aspinall contre Sergei Pavlovich. Sergei Pavlovich, moi, j'avais pris Aspinall dès le départ. Petite vérification, tu verras les tweets, je te montre. J'avais pris Aspinall. Mais moi, je pensais pas qu'il allait gagner par KO. À un moment donné, il faut rester honnête aussi. Je me suis trompé sur BSD, on en parlera dans pas longtemps. Moi, je pensais pas qu'Aspinall, il allait venir, il allait mettre une deux et mettre KO Pavlovich. Moi, dans ma tête, il devrait pourrir le combat. Je savais qu'il avait les bras rapides, mais j'avais aussi peur parce qu'il avait le menton souvent en l'air. Je me disais, il va prendre à un moment donné un coup et Pavlovich va accélérer. D'ailleurs, il prend un crochet, mais il le mange bien, il le mange super bien et il continue le combat. Moi, je pensais qu'en vrai, l'idée, ça aurait été pour lui de pourrir le combat, clinch, takedown, et à partir de là, travailler. Mais il a dit non. Bon, d'un autre côté, je le comprends. Je crois qu'il a une blessure au dos, je sais plus, il avait une blessure, quelqu'un qui le disait quand il a pris le combat. 2 semaines de préparation, il a pas cherché midi 14 heures, gros. Il a mis KO au premier round. Et maintenant, il est champion intérimaire. Maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, dans un monde idéal, la suite, ça devrait être Aspinall contre John Jones. Le problème que Jones, il est out jusqu'à peut-être, oui, mois de septembre, octobre 2024. Et surtout, Jones, dans le principe, ouais, Jones, en fait, il veut vraiment affronter Stipe Miocic. Donc, on se retrouve avec un champion intérimaire qui n'a pas grand-chose entre-temps. Sauf qu'Aspinall, il veut pas rester inactif non plus, il veut vraiment combattre lui. La logique, si j'étais Dana White, vraiment, j'en suis capable d'être Dana White, moi, tu vois, s'il le faut. Stipe, qu'a-t-il fait en 4 ans? L'argument, parce que sur Twitter, tout le monde me saoule. Oui, mais c'est le GOAT, il mérite un rematch. Les gars, il a défendu la ceinture 3 fois. Il perd contre Cormier. Il a un rematch après, il gagne, il défend une fois contre Cormier, puis après il la répère. Et depuis Stipe, il est loin de l'octogone. Et en plus, il occupe une place de numéro 2 ou numéro 1 de la catégorie. D'un autre côté, tu as un champion intérimaire qui fait le taf. Qu'est-ce que tu veux faire, mec? Moi, si je suis Dana White, j'ai dit Stipe, écoute, Jones, il est out pour longtemps. Pour la légitimité du sport. Pour la légitimité du sport. Pour, euh, pour même tes collègues qui travaillent pendant que toi tu dors. Un minimum, il faut. C'est pas toujours prendre au sport, c'est des donner aussi, tu vois, des fois. Je lui dirais, voilà les deals. Tu affrontes Thomas Pinal pour les titres intérimaires. Les gagnants affrontent Jones. Comme ça, Jones, il va pas battre un Stipe Miocic trop vieux.
pour après prendre sa retraite et raconter à ses arrière-petits-enfants comment il était le GOAT. Non, on veut qu'il affronte le champion intérimaire. Parce que si Jones affronte Stipe et que peu importe qui gagne, hein, l'idée, ça serait que les deux prennent leur retraite, peu importe qui gagne. L'UFC va faire quoi? Elle va dire Thomas Pinal, champion intérimaire, il devient champion incontesté. Comme ils l'ont fait avec José Aldo quand McGregor s'est barré de la catégorie. Comme ils l'ont fait avec Georges Saint-Pierre quand il a pris les titres middleweight, puis après qu'il a pris sa retraite. Ils ont dit à Robert Whittaker, tu deviens champion incontesté. En fait, ils ont promu le champion intérimaire en champion incontesté. J'ai mal à la gorge. Et du coup, la légitimité du titre, elle est où? Il y en a pas. Il a fallu que Adesanya, par exemple, avec Robert Whittaker, Robert Whittaker a été promu champion incontesté, pour avoir une certaine légitimité, il a fallu qu'Adesanya, par exemple, fasse 5 défenses des titres, t'as vu? Il a construit quelque chose. Et moi, je veux pas qu'on se retrouve dans ce genre de truc. L'idéal, ça serait Stipe Aspinal, le gagnant affronte Jones. Maintenant, l'UFC, voilà comment elle va procéder. Ils veulent maintenir Stipe contre Jones, Almeida Cyril Gane, le gagnant affronte Thomas Pinal pour le titre intérimaire. Du coup, tu auras deux champions qui vont coexister pendant une longue période. Pour moi, ça sert à rien. En plus, imaginons que Aspinal, après, il est promu champion et il défend contre les gagnants entre Almeida et Cyril Gane. Après, tu te retrouves avec plus rien. C'est pas intéressant. La suite pour Pavlovitch, ça serait Alexander Volkov. C'est tout ce que j'ai vraiment pour lui, parce qu'il a quand même terrassé pas mal de monde dans la catégorie. Du coup, il n'y a pas grand-chose qui lui reste, hein, en vrai, chez les poids lourds. Blade, il l'a déjà battu. Almeida, il est déjà booké. Ouais, Sergey Spivak, pourquoi pas. Taitu Vasa, il l'a battu. Après, il peut prendre Kibura, mais là, on descend vraiment au bas, en bas de 10, quoi. Du coup, en tout cas, c'était vraiment un moment incroyable en plus pour Aspinal avec son père. Et vraiment, moi, ça me saoulerait qu'il ne fasse pas un combat contre Jones, par exemple, tu vois. Pour moi, ça serait l'idéal parce que même si Aspinal il perd, c'est pas grave. Même si moi je pense qu'il va gagner littéralement. Mais s'il perd, au pire, on s'en fout. Mais au moins, tu sais, genre, il affronte le champion légitime. Et imaginons qu'il gagne. Tu viens de créer vraiment une nouvelle star. Tu viens de créer quelque chose qui dépasse le sport. Parce que Jones, c'est ça. Sa carrière, elle est basée sur le fait de n'avoir jamais perdu quoi que ce soit. Et là, s'il se fait battre par Aspinal, ça serait magnifique. Ça serait vraiment incroyable. Mais bon, il préfère aller avec Stipe. Dana White, c'est ton business, c'est pas le mien. Tu fais ce que tu as à faire, mon ami. Moi, personnellement, ça ne me regarde pas. On passe au troisième combat. Benoît Saint-Denis, la fierté du pays, la fierté de la France. Tout le monde ne parle que de Benoît Saint-Denis, tout le monde ne jure que par Benoît Saint-Denis. Et à juste raison, il est venu dans le terrain hostile et il a mis KO Matt Frivola. C'était magnifique à voir. Moi, personnellement, j'avais pensé vraiment qu'il allait perdre. Parce que Saint-Denis, j'ai regardé tout le combat qu'il a fait à l'UFC contre Eliseu, contre... comment il s'appelle déjà l'autre? Ismaël Bonfim. Et j'avais l'impression qu'il a tendance à se jeter, menton un peu en l'air, et cet instinct des killers, tu vois. Et j'avais souvent vu qu'il se prenait des coups parfois. Je me suis dit, Frivola, Drew Dober, il l'a mis KO, parce que Drew Dober était sur lui, alors que Frivola, il était dos à la cage. Il avait fait pareil avec, je sais plus, un autre adversaire, je m'en souviens plus du nom. Mais il avait fait pas mal de combats comme ça, tu vois. Et je me suis dit, c'est, c'est du pain béni pour lui. L'autre, il va venir Saint-Denis et il va l'accueillir en contre en étant dos à la cage. Il va mettre KO Saint-Denis. Sauf que Saint-Denis, cette fois, il est venu avec plus de précautions, plus malin.
C'est pas beaucoup jeté. Il y a eu des échanges au takedown et tout. Il y a eu de retournements. Et ensuite, on sortit des clinches. À force de taper avec les body kicks, cette fois, il change de niveau. Il vise les high kicks. Et Frivola, il baisse la garde comme ça. Boum. Saint-Denis, KO, premier round. Écoute, je peux être un hater toute la journée si je veux, mais Benoît Saint-Denis, c'est une menace réelle dans la catégorie et c'est indéniable. Il est vraiment grave, grave, grave bon dans tout. Après, le fait qu'il call out les gratins de poids légers, déjà d'une, ils vont pas le faire parce que c'est pas des mecs qui vont risquer leur spot, alors que les mecs ils vont être classés au mieux numéro 11, je pense, à partir de mardi. Donc, tu verras pas Dustin Poirier l'affronter. Gaethje, il a un title shot garanti. Pourquoi il risquerait? Chandler, il est booké pour McGregor. Gamrod, il veut vraiment un top 5 et pas regarder en arrière. Fiziev, il est out. Saroukian, Dariush s'est booké. Du coup, il n'y a pas grand-chose pour lui. Mais je veux pas qu'il affronte Dan Hooker ou Bobby Green. Parce que quelque part, s'il bat Dan Hooker ou Bobby Green, ça fera toujours pas jacter les haters comme moi ou même comme d'autres. On va dire oui, mais il bat des vieux mecs. Dan Hooker, la seule fois où il a été proche de faire quelque chose dans cette catégorie, c'est quand il a affronté Dustin Poirier. Il a jamais été classé au-delà de numéro 5, je crois, Dan Hooker. Bobby Green, lui a fallu peut-être 10 ans, ouais, il lui a fallu à peu près 10 ans pour atteindre le top 15. Donc, c'est pas bénéf pour Benoît Saint-Denis d'affronter ni l'un ni l'autre. Par contre, moi, je lui ai trouvé l'adversaire qu'il faut. Un adversaire à la fois légendaire dans le sport, ancien champion lightweight, classé numéro 10, et qui pourrait vraiment vendre le main event Paris avec lui facilement. S'il le bat, c'est incroyable. S'il perd, Benoît ne perd pas grand-chose. C'est Rafael Dos Nachos. Dos Anjos pour de vrai. Rafael est classé numéro 10. Rafael a affronté des légendes dans le sport. Du Khabib à Leon Edwards, en passant par Cerrone, Eddie Alvarez, euh, Vincent Luque, Kamaru Usman, bref, la liste est longue, mec. Il a affronté tout le monde et il a été champion lightweight. Certes, ça n'a pas duré longtemps, mais quand même, il a été champion. Tu mets Rafael Dos Anjos contre Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis va l'écraser, moi je le pense. UFC Paris Main Event. Mais Benoît Saint-Denis, il atteint un autre niveau de popularité. Littéralement, tu parles, là on dit oui, c'est une vraie menace. Ça y est, après ça, il n'y a pas à discuter. Il pourra vraiment dépasser. Le prochain combat, ça va être un top 3 direct. Genre, moi je suis chaud pour qu'il affronte Dustin Poirier, par exemple, tu vois. T'imagines s'il il bat d'une facilité Rafael Dos Anjos, c'est qu'il peut faire vraiment, je pense. Et là, Dustin Poirier, il aura plus d'excuses. Il pourra plus dire ouais, mais non, il a du travail à faire. Non, non, il n'y a pas de travail à faire. Dustin Poirier, c'est un campeur de top 5 depuis bien longtemps. Envoie Rafa au casse-pipe, laisse-le, sacrifie-le pour la jeunesse, Benoît Saint-Denis. Et après, l'UFC qui suit, au main event, Poirier contre, contre Saint-Denis. Et après ça, le title shot. En 2 combats, tu peux faire de lui un challenger pour le titre. Un challenger vendable, je te parle, hein. Pas juste un challenger parce qu'il a fait le boulot. Un challenger vendable. Il fait ça, enfin, il bat Dos Anjos, tu peux forcer Poirier à prendre le combat. Comme main event d'un pay-per-view. Genre, je sais pas moi, Fight Week, International Fight Week, Poirier contre Saint-Denis. Après qu'il a tabassé au mois de février Dos Anjos. Il tabasse Poirier directement. Abu Dhabi, tu peux foutre directement lui. J'ai dit ça, je dis rien moi après, hein. Mais ça serait vraiment bénéf pour lui d'affronter un gars comme Rafael Dos Anjos. Ça serait bénéf.
Surtout que Raphaël, il est pas booké pour l'instant. Je ne pense pas qu'il soit blessé, hein. Rafa, c'est vraiment, Rafa, c'est vraiment la carte ultime pour passer rentrer dans le top 5 directement après, hein. Quiconque qui bat Rafa d'une facilité, ça y est, t'es respecté dans le game. Ra- Rafa, c'est grâce à lui que Colby est devenu champion intérimaire. Rafa, enfin, Ousmane, il a battu Rafael Dos Anjos pour avoir les title shots, si je me trompe pas. Rafa, c'est une légende dans le game, frère. Tu mets Rafael Dos Anjos contre Benoît Saint-Denis à l'UFC Paris, dis-moi pas que ça va pas être vendable, ça, mais j'achète tous les jours. Ça sert à rien de lui filer Janine Turner, Dan Hooker, Dan Hooker, frérot, Dan Hooker, Bobby Green, ça sert à rien, ça. Fiziev, il est out. J'aurais bien voulu un Fiziev contre Saint-Denis, mais il est out. Gamrod, oui, tu pourrais offrir Gamrod, mais tu vois, Gamrod, ils vont se rouler par terre tout le temps parce que Gamrod, il va chercher la lutte, il va pas chercher la bagarre avec lui. Tandis que Rafa, par contre, lui, il peut aller à la bagarre et surtout, il peut parfois être un punching bag si tu veux, tu vois. Vraiment, c'est pour ça que je le prends. C'est pas pour manquer de respect, mais Rafa, des fois, quand il est vraiment pas dans le combat et il est, il est submergé par l'adversaire, il a tendance à se laisser tabasser, tu vois. Du coup, voilà. Benoît Saint-Denis, en tout cas, franchement, mec, tu m'as fait fermer ma bouche. À cause de toi, beaucoup m'insultent des fils d'eux, tu sais quoi. C'est pas sympa. En vrai, t'es d'accord avec moi que c'est pas sympa. Mais d'un autre côté, je l'ai bien cherché. À dire que oui, t'allais te faire éteindre. Après, t'as vu, j'ai eu raison aussi pour pas mal de combats. Mais bon, les gens, ils se rappellent que. Il y en a aussi d'autres, Benoît, à un moment donné, calme tes fans. Il y en a, ils m'ont dit, oui, mais comment on peut pas soutenir un compatriote? T'es quel genre de grosse merde? Ça va, les gars. Je suis musulman, c'est pas pour autant que je vais soutenir tout le temps Islam Makhachev ou Khabib. D'ailleurs, à ce propos, si tu avais suivi mes pronostics un peu, moi j'étais du côté des Volk, tu vois, par exemple, alors qu'Islam c'est un frérot musulman, tu vois. J'étais pour Ousmane alors que Shimaev c'est un frérot musulman. C'est pas comme ça que je marche, mec. Mais Benoît, calme tes fans un peu en vrai, parce que tes fans là, ils m'insultent gratuitement, c'est ridicule. Alors que moi je t'ai envoyé un beau message en me disant bravo Benoît, t'as rendu service à ta nation. Bon, deuxième partie, en vrai, on va parler des annonces de Dana White la semaine dernière. Strickland de Duplessis au mois de janvier. C'est Dana, tu fais plaisir. Parce que il y a les fans de Shimaev qui se plaignent que oui, il a été escroqué du title shot. Je vous rappelle que Shimaev, il a battu personne dans le top 15 des middleweight. Et d'ailleurs, il est classé numéro 9. Alors, sauf en de rares occasions où le champion a nettoyé la catégorie, on voit rarement quelqu'un classé en dessous des top 5 à avoir les title shots. Par mémoire, je te dirais peut-être Sean Strickland qui était classé numéro 6 ou un truc du genre, numéro 7, qui a eu le title shot. Et un autre cas, ça serait peut-être Ronda Rousey, dont je me souviens, qui avait affronté Holly Holmes, qui était classé numéro 7. Mais ça, c'est les rares cas où le champion, il a nettoyé tout le monde, quoi. Là, les fans de Shimaev qui me parlent qu'il mérite un title shot plus qu'un Duplessis, c'est vraiment soit parce que vous êtes hyper fan, donc ça se comprend, moi je respecte, hein, moi aussi j'ai mes préférés, soit c'est juste être de mauvaise foi. Il y a un qui vient d'une autre catégorie, qui galère à battre un autre Walter qui prend short notice le combat et en plus de ça, qui n'est même pas préparé, et t'as un mec qui bat le numéro un de l'époque, maintenant numéro 2 ou numéro 3 j'imagine bien, Robert Whittaker, et vous pensez que qui va avoir les title shots? Robert Whittaker, je vous rappelle, c'est probablement top 2 des meilleurs poids moyens au monde les 5-6 dernières années. Et Dricus Duplessis l'a battu. Donc, en partant de ce principe, Dricus Duplessis méritait son title shot.
y a pas de discussion, y a pas à parler de ça. Pour moi, c'était justifiable. Et quand Dana White l'avait annoncé, j'étais plus que heureux. Je crois que là, la catégorie, en plus, il n'y a pas grand-chose. Bon, Adesanya, il est parti en vacances pour je ne sais quelle raison. Il fait ce qu'il a à faire. Shimaev, il est classé numéro 8. Shimaev, il est classé numéro 8. Et normalement, on se dirige vers un combat avec Paulo Costa pour moi, logiquement. On se dirige avec Paulo Costa. Après, j'aurais préféré que ça soit quelqu'un d'autre que Paulo Costa. Enfin non, moi je préfère que ça soit Paulo Costa parce que ça va être un banger. Mais ce que je vais dire, si vous voulez vraiment qu'il ait un title shot, j'aimerais bien que ça soit contre quelqu'un d'autre que Paulo Costa. Robert Whittaker qui est en train de réclamer la tête de Kamaru Usman, par exemple, ça n'a pas de sens non plus. Whittaker, je l'aime bien, hein. Euh, Probablement mon favori à l'UFC. Même si des fois j'ai tourné ma veste contre lui. Par exemple, Duplessis contre lui, j'ai tourné ma veste, j'étais du côté de Duplessis. Ça s'explique pas, on est africain, frère, on soutient les nôtres. Comme vous, hein, avec Benoît Saint-Denis, vous soutenez les vôtres, alors faites-moi pas chier. Mais bref, Robert Whittaker, il voudrait Ousmane. À la limite, s'il a pas envie de se taper un middleweight, Robert Whittaker. S'il a pas envie de se taper un poids moyen, autant qu'il se fasse Chimaev, hein. C'est plus logique. Mais bref, Jared Cannonier est blessé, mais de base, il devait affronter Roman Dolidze. Marvin Vettori, pour l'instant, il a pas grand-chose, lui, dans la catégorie à faire. Il y a pas de combat. Khamzat Chimaev, il est pour l'instant out aussi. Pour l'instant, Brandon Allen il va affronter forcément, je pense, ou Paul Craig va affronter Marvin Vettori après le week-end qui arrive là. Une fois qu'on saura qui a gagné, quoi. Bref, tu m'as compris. Mais en tout cas, Duplessis, c'est un title shot mérité. C'est ce que je voulais dire, moi, déjà de base. On va pas commencer à booker d'autres combats, hein. Et pour Khamzat, bah, Khamzat, frérot, il faut qu'il fasse ses preuves. Vraiment, je comprends pas. Y a pas de discussion. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est pas excitant de voir Duplessis contre Strickland. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça va pas être. Enfin, dans l'octogone, ça va sûrement être un très bon combat. Je n'ai aucun doute. Pour l'instant, je ne saurais pas vers qui je vais. Je dirais plus en ouvrant le vol de Sean Strickland, enfin le sol de Sean Strickland comme étant incroyable. Pour l'instant, j'ai rien vu, donc je vais pas me prononcer dessus. Duplessis, bon, debout, c'est bizarre, sa manière de faire, mais c'est une manière qui marche. Et en plus, il a de la puissance, il est imposant physiquement. La manière de Sean Strickland aussi, elle est pas censée marcher. Il fait un Philly shell bizarre pour combattre, mais elle semble être parfaite. Du coup, ça va être un très bon combat. Je pense vraiment que ça va être un très bon combat. Mais je peux comprendre si tu me dis je suis pas hypé. D'accord. Mais après que tu as vu la performance de Shimaev, est-ce que tu es plus hypé par Shimaev contre Strickland vraiment? Moi, je suis pas hypé. Moi, quand je pense Strickland contre Shimaev, je me dis Shimaev, il a un round pour faire quelque chose, puis après ça, il est dead. Après ça, il vaut plus rien. Comme avec Abous, j'avais dit Abous Magomedov, oui, il est chaud. Je dis non. Je dis, il va se faire rouler dessus à un moment donné. Vous verrez par Strickland. Strickland, c'est un cauchemar pour tout le monde. Et Duplessis, c'est pas censé être un cauchemar soi-disant, mais c'est un cauchemar aussi. Donc, je suis content pour ce combat. On ira dans le détail pour les prédictions quand le moment sera venu. Et que j'aurai re-regardé tous les combats des deux pour me prononcer un peu plus. Février, Alexander Volkanovski, c'est une drogue pour lui de combattre, je pense. Du coup, il va revenir contre Topuria. Bah là, c'est normal, c'était le combat attendu par tout le monde. Tout le monde attendait que ça soit Topuria le prochain. En même temps, tu peux pas non plus donner un title shot à qui que ce soit par Topuria, hein. T'as rien d'autre dans la catégorie.
T'as Max Holloway qui squatte les numéros un, mais quatrième fois, c'est pas possible. Surtout qu'il bat tout le monde, donc je suis content que Max, pour l'instant, n'est booké contre personne. Numéro 2, t'as Yair Rodriguez, il revient d'une défaite. Brian Ortega, par contre, il faudra m'expliquer pourquoi il est au numéro 3, lui. Brian Ortega, il a rien fait depuis 2 ans, là. Et il squatte là, numéro 3. Des fois, ça me choque. Des fois, je suis vraiment choqué par l'UFC. Les genres de trucs qu'ils laissent passer. Genre, Brian Ortega, numéro 3. Ilia Topuria devrait être classé numéro 3 de base. Ilia Topuria, certes, il a battu Josh Emmett. C'est pas. Enfin, Josh Emmett, après, il a combattu pour le titre intérimaire, donc on va se calmer. C'est c'est quand même quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que une fois qu'il a battu Josh Emmett, il ne devrait pas être classé numéro 5, il aurait dû être classé numéro 3 ou aller numéro 4. Mais non. Numéro 4, Arnold Allen. Il revient d'une défaite, lui. Mais moi, j'ai concocté vraiment des bons match-ups qu'on pourrait faire pour faire bouger un peu cette catégorie. Elle est un peu coincée, tu vois. J'ai commencé par me dire, Ortega, qui n'a rien foutu depuis 1 an et demi, ça serait bien de le booker contre Calvin Kattar, qui est classé, si je me trompe pas, numéro 7. Kattar, Ortega, c'est un très beau combat. Ça vend. Fight Night, main event quelque part dans l'année, ça pourrait être vraiment parfait. Euh, Arnold Allen, numéro 4, tu peux le foutre aussi en main event ou co-main event quelque part contre Moslav Evloev. Ouais, c'est Movzar Evloev. Moi, je l'appelle Moslav H24. Il est classé numéro 9. Numéro 4, numéro 9, c'est parfait. Euh, Sinon, il y a une autre option, ça serait Qatar contre Rodriguez. Vraiment en Fight Night Main Event. Et co-main event, euh, Ortega et Giga Chikezi. Ça serait bien ça. Comme ça, tu fais combattre un peu, tu fais bouger les choses dans la catégorie et tu crées. Parce que ceux qui sont coincés au-dessous des top 5, il y a vraiment des petites pépites, tu vois. Genre, Evloev, vous l'adorez, je le sais. Qatar, moi, je l'adore. Giga Chikezi, il est chaud. Ça serait bien de faire ça. Ortega, Chikezi et main event Qatar et Rodriguez. Josh Emmett devrait être. Il est classé numéro 6, il devrait affronter Barbossa, ça pourrait être un bon combat aussi. Comme ça, Barbossa, tu lui laisses un dernier run pour essayer de d'atteindre les titres. Tu vois, c'est une légende du sport, moi je l'aime bien. J'aimerais bien le voir vraiment remonter un peu. Et en plus, s'il gagne, tu pourras toujours faire Max Holloway contre Barbossa. Qui regarderait pas Max Holloway contre Barbossa en vrai? Moi, je regarderais. Mais la faites pas à l'envers. Barbossa, c'est ce qu'il a fait avec Sodiq Youssouf la dernière fois. C'était légendaire, mec. Barbossa, il a gagné le respect de tout le monde et là, tout le monde le reprend au sérieux un peu. Et pour Topuria contre Volk, si Topuria gagne, Holloway est le prochain pour les titres, c'est normal. Mais si Volk gagne, il va falloir attendre et rien faire. Il va falloir juste attendre que l'UFC beaucoup de match-ups qui pourraient faire bouger la catégorie. Euh, ouais, en vrai, ça pourrait être des très bons match-ups en vrai, moi je pense. Surtout, Ortega, il faut rien depuis longtemps. Tu mets Ortega contre Chikezi, numéro 3 contre numéro 8, ça serait magnifique. Et au main event, Qatar, numéro 7 contre numéro 2, Rodriguez. Yochemet et Barbosa, tu me les bookes quelque part et on pourrait vraiment repartir comme il faut. Tu me dis ce que tu en penses en vrai. Moi, je suis un matchmaker en vrai. Il devrait me signer l'UFC parce que vraiment, j'ai hais quand un gars, enfin, quand une catégorie elle est bloquée parce qu'il y a des gars qui veulent pas travailler, tu vois. Et c'est pour ça aussi l'histoire de la paye de l'UFC, les athlètes sont pas bien payés et tout. Je suis pas très d'accord parce que je préfère que les athlètes ne soient vraiment pas payés du tout, comme il faut, parce que là au moins ils travaillent. Quand on commence à leur filer des chèques de 1 million par combat ou 2 millions, ils dorment. Dustin Poirier, il squatte. Brian Ortega, il squatte. Colby Covington, mon préféré.
Un des gars que je kiffe regarder aussi. Et je suis un grand fan du type en plus. Il squatte. Ça n'a pas de sens. Ils squattent tous. Bref, on passe à Sugar Sean O'Malley contre Marlon Vera. En vrai, ils ont rebooké ça juste parce que Marlon Vera est les match-up les plus abordables pour Sean O'Malley. Sinon, ça n'a pas lieu d'être. Marlon Vera, il est classé numéro 6. Je vois même pas pourquoi ils ont booké Vera contre O'Malley, ça n'a pas de sens. Mais c'est le plus abordable. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est parce que Sterling et Merab, ils ont cassé la tête à Dana White. Avec leurs conneries, notre amitié, machin. Lui, il devrait avoir les title shots avant moi. Non, Dana White l'a dit, eh, vous me fatiguez, on va passer à autre chose. Merab, du coup, l'idiot, il se retrouve maintenant à affronter Henry Cejudo. Sterling, il a même pas booké. C'est bête. Et entre-temps, Vera le title shot. Après, c'était le plus logique parce que Sandhagen, je crois qu'il est out pour blessure. Petr Yan, 3 défaites. Et donc, c'est normal, tu vois. Après, tu vois, genre, je vais pas dire qu'il mérite pas non plus le title shot de Marlon Vera parce qu'il a quand même battu des gros noms du sport, tu vois. Il a battu Dominic Cruz, il a battu Rob Font, ça va, tu vois, c'est pas mal. Il a battu la légende Frankie Edgar. Tu me diras, il était sur la fin, mais c'est un gros nom quand même, tu vois. Il l'a battu. Donc, il mérite, oui et non, les title shots, tu vois. Quelque part, entre Marab et lui, oui, il n'y a pas de discussion, mais s'il n'y a pas Merab et Sterling dans la discussion, Marlon Vera, il mérite. Sannhagen, il est blessé, tu vois, genre. En fait, c'est le quatrième gars méritant qui a eu le title shot. Moi, je suis d'accord en vrai. Après, le combat, comment il va se passer, je pense que Sean O'Malley au striking est beaucoup, beaucoup plus doué. Il est beaucoup plus actif aussi, beaucoup plus de mouvements. Vera, lui, c'est un opportuniste quand il combat. Donc, peut-être que oui, il pourra encore créer la surprise une deuxième fois, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment regardé tous les combats. Je peux pas te donner mon avis, mais je dirais, de loin, je vois O'Malley s'imposer par TKO pour l'instant. Après, moment venu, au mois de mars, quand on fera des prédictions et compagnie, on pourra te dire ce qu'on en pense. Après, la suite du gagnant de ce combat, ça sera bah, soit Merab, soit Cejudo, hein. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous là-dedans. Après, dans la catégorie assez bloquée aussi ici, hein, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais Petr Yan qui est sur 3 défaites, j'aimerais bien le revoir en vrai contre Dominic Cruz. Parce que déjà, ça va être un fun fight. Tu mets ça en pay-per-view, troisième combat, ça peut être un très bon combat en vrai, hein. Non, ça va être un très bon combat surtout. Et ça serait une manière pour Petr Yan de se refaire une santé dans cette catégorie. Parce que sur le papier, il est 3 défaites. Après, pour de vrai, il est pas à 3 défaites, tu vois. Euh, Ouais, en vrai, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça, hein. Et Merab et Sterling, faudrait à un moment donné qu'ils se décident. Moi, je dis qu'ils ne sont pas décidés. C'est Cruz contre Petrian gagnant. C'est fait Sterling pour la position numéro un vers milieu de l'année prochaine ou peut-être vers mois de septembre, octobre de l'année prochaine. Ça serait bien, ça. Comme ça, tu fais bouger un peu les choses. C'est mon avis, en tout cas. Mais voilà, quoi. À un moment donné, il faut se dire les termes, les gars. Ouais. C'est chiant, en vrai, parce que moi, en tant que mec qui adore regarder ce truc, quand je vois des gars qui vont aligner des séries de 8 victoires, 7 victoires, en tabassant des mecs plus bas qu'eux, tu vois, genre, un numéro 6 par exemple, qui va accumuler beaucoup de victoires, et après, tu sais, c'est comme Islam, il est passé des numéro 11 à numéro 4 direct. Ah, parce que
il a tabassé un top 5, mais parce que l'UFC n'avait plus le choix. Les gars en haut voulaient pas combattre, et lui, pour passer de là à là, il était obligé de... Sauf que si tu fais chaque fois ça pour tous les combattants, c'est chiant, ils sont obligés de faire des séries de 7, 8, 9 victoires. On dit que si les autres leur donnaient leur opportunité, ça serait bien. Moi, je me rappelle Dustin Poirier dans son run, son premier run pour monter dans le top 5. Il y a des gars comme Alvarez qui acceptaient de l'affronter. Il y a beaucoup de gars qui acceptaient de l'affronter, tu vois. Arrivé à son tour, il est en haut, il accepte que très peu de personnes d'en bas. C'est genre, c'est de l'égoïsme à l'état pur. Et récemment, j'avais vu Vettori, il avait accepté de Litsi, c'est un ami à lui. Il a dit, bon, écoute, tu veux rentrer dans le top 5, je t'offre une opportunité. C'est des amis, ils s'entraînent ensemble. Tu vois, Vettori, il est pas obligé. Vettori, il aurait pu dire non, laisse tomber, je préfère affronter un mec classé au-dessus de moi, la même chanson. Mais non, il a préféré quand même aller combattre un ami à lui pour lui offrir l'opportunité de faire quelque chose. Et ça serait bien si ça se passait tout le temps comme ça. Mais l'UFC, j'ai l'impression, ils s'en foutent, hein. Vraiment, ils en ont rien à faire. Ouais, laisse tomber. Bref, on passe à la suite. Nassourdine qui quitte, et c'est le dernier sujet dans lequel on va conclure un peu ce podcast assez lent. Euh, Ah non, on va parler peut-être un peu de combat féminin. Non, en vrai, on s'en fout. Les combats qui arrivent là pour le titre Bantam féminin, Bueno Silva contre Pennington. Débat, ça devrait être Peña contre Pennington. Peña est blessé. L'autre qui a été testé positif va revenir et combattre pour les titres. Après, c'est normal, j'ai dit, parce que quelque part, USADA ne sera plus là en 2024, donc elle fait ce qu'elle veut. L'UFC, c'est assez malin ce qu'ils font. En même temps, il n'y avait pas grand-chose à part elle pour faire affronter Peña. Enfin, je veux dire Pennington. Hors Peña, il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait personne. Donc, ils ont opté pour ce match-up. Ça m'intéresse très peu. Je m'en fous. De toute façon, la gagnante va se taper Peña. Puis après, Peña, je sais pas qui elle va affronter parce que la catégorie est presque morte alors. On va passer à Nassourdine. Nassourdine, il a quitté les MMA Factory la semaine dernière. Ça a fait jaser pas mal de monde, ça a fait crier tout le monde. Oui, voilà, c'est la descente aux enfers de Fernand Lopez. Oui, d'accord, on s'en fout. En vrai, il a quitté parce que c'était un choix logique pour déjà des bases. Après, moi, je sais pas pourquoi il a quitté, hein. Ça se trouve, il a quitté parce que voilà, il y a toutes ces polémiques par rapport à sa femme, par rapport à tout ça. C'est fort probable même. Mais à part ça, il l'a quitté aussi pour une raison simple, c'est que pour sa carrière, c'est mieux. Fernand l'a fait rentrer à l'UFC. Fernand l'a amené jusqu'à numéro 7, numéro 8 de la catégorie. Maintenant, il est redescendu à numéro 12. Moi, j'ai toujours dit, hein, les gars de la MMA Factory, s'ils veulent aller loin dans leur carrière, il vaudrait mieux qu'ils quittent les MMA Factory. Parce que j'avais vu l'exemple de Francis Ngannou. Francis Ngannou, il s'est rendu jusqu'au title shot comme Cyril Gane. Il a perdu la première fois. Et après ça, il a quitté les MMA Factory pour rejoindre. Enfin, je dis pas qu'il a quitté le lendemain, mais tu vois, il a dû quitter à un moment donné, quelques temps, ouais, peu de temps plus tard, il a dû quitter les Factory pour aller à Extreme Couture chez Eric Nicksick. Eric Nicksick qui est pour moi un génie. En tout cas, coach de l'année, il n'y a rien à dire. Et il a fait de Francis Ngannou, qui était un combattant unidimensionnel, un champion. Combattant presque complet, même, je dirais. Et même qui aujourd'hui fait des miracles en boxe anglaise. Après, il a pas fait tout seul, mais t'as compris ce que je veux dire. La sourdine, je l'avais dit, top 15, il n'y a pas de problème, mais jamais champion. Tant qu'il était avec Factory. Mais maintenant qu'il a quitté la MMA Factory, je pense qu'en vrai, si il a deux choix. S'il va à la ATT, je ne vois pas grand changement. La ATT, c'est une grosse team, c'est une grosse salle de gym. Il n'y a pas cette concentration sur le combattant avec des coachs qui veulent l'élever lui enfin, il y a tout un groupe pour faire du combattant le meilleur, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment la ATT, c'est une salle de gym où il y a 36 000 personnes qui sont là-bas. Après, ils ont créé des champions, je dis pas le contraire. Mais si Nassourdine veut vraiment
un truc un endroit plus familial, avec, enfin, plus recentré. Il devrait aller à la AKA. Il y a d'ailleurs, c'est semblable là-bas, les Daguestanais et tous les Tchétchènes. Comme ça, il n'est pas dépaysé. Non, c'est une blague, je rigole, commencez pas à me tomber dessus. Mais au moins, il est avec, voilà quoi, il est avec un coach, une team qui est vraiment concentrée pour l'élever. Soit il met son ego de côté et il va là où Francis est allé, c'est-à-dire Extreme Couture. Il y a Sean Strickland là-bas. Et même Chris Curtis, à mon avis, il voudra jamais mettre les pieds dans cette salle de gym. Il y a beaucoup de middleweight qui sont là-bas, hein. Il y a Vettori, il y a Dolice, il y a pas mal de monde. Alors, c'est soit il va là-bas et voilà, après, il va falloir affronter les gars avec qui tu t'entraînes tous les jours, qu'il est à l'aise avec ça. Soit il va chez la AKA. Maintenant, tout le monde dit oui, c'est le downfall de Fernand Lopez, la plus est partie, maintenant c'est au tour des Nassourdine. Euh, Moi, je vais pas parler d'extra sportif, c'est qu'il a fait en dehors du sport, c'est entre lui, la personne concernée et la justice qui s'est prononcé. Alors, est-ce qu'ils auraient pu être plus sévères? Les débats est ouvert. Oui, ils auraient pu être plus sévères. Mais la justice s'est prononcée et j'aime pas qu'on tombe comme ça sur les gens, surtout quand ils sont par terre. Et autre chose qui m'avait fait rire, c'est que j'ai vu Ali Abdelaziz, le weasel, tu vois là, le rat là, venir en disant oui, Fernand Lopez, c'est pas quelqu'un de bien. Oui, pourquoi pas, je suis prêt à entendre ça, y a pas de problème. Mais venant de toi, c'est comme Jones qui dit Colby, c'est pas quelqu'un de bien. C'est trop drôle. Genre, Ali Abdelaziz, il y a pas plus mauvais que lui aussi, les gars, tu vois. Ali Abdelaziz, il a vendu les siens, frère. C'est bon. Ali Abdelaziz, c'est un snitch, c'est un rat aussi, tu vois. Donc, quand je vois quelqu'un de mauvais, pointer du doigt quelqu'un de mauvais, ça me fait toujours rire. Je dis pas que je suis bien non plus, hein. Ça se trouve, ça fait un effet, hein. Moi aussi, je suis quelqu'un de mauvais qui pointe du doigt quelqu'un de mauvais, donc. Mais bref, moi, je vais pas tomber tout le temps sur Fernand. Il faut le reconnaître aussi qu'il a quand même aidé les MMA à un moment donné. Faut pas être de mauvaise foi en disant qu'est-ce que Fernand a fait? On n'a pas besoin de lui, on n'a pas besoin de lui, certes, les MMA se portent bien en France. Mais si les MMA se portent bien en France et si les MMA a une telle envergure en France, c'est que Fernand y est pour un peu quelque chose aussi, tu vois. Pour un peu reconnaître. On peut détester les types, mais reconnaître quand même ce qu'il a fait pour le sport. En tout cas en France. Maintenant, se réjouir que tout le monde part de sa salle de gym, que c'est bien fait pour sa gueule, que c'est ci ou cela. En vrai, quoi ça t'avance dans la vie? De te réjouir du malheur d'un autre? Pas grand-chose. Moi, Fernand, je n'ai rien à faire de ce que la vie va faire de lui, mec. Demain, si j'apprends Fernand, il a recréé une nouvelle salle de gym, la MMA Factory 2.0, et avec plein de succès, il a engagé de nouveaux prospects, ils sont tous devenus champions de l'UFC, je vais pas péter un câble. Si j'apprends Fernand, il est sous un pont, je vais pas péter un câble. Je m'en fous. Les deux cas, je m'en fous. Mais je vais pas participer par contre à ce qu'il finisse sous un pont. Ça, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je suis pas de cela, moi. Je suis au-delà de ça, moi. Et il faut reconnaître ce qu'il a fait pour les MMA. Et ce qui est extra sportif, laissons la justice faire. Enfin, elle a déjà fait le travail, mais voilà, elle a fait le travail. Laissons-le tranquille. Laissons-le faire son travail. Cyril Diabaté qui tombe sur lui H24, oui, c'est bien. En vrai, c'est bien. Mais tu sais, gros, te réjouir du malheur d'un autre, ça va pas faire de toi le coach de l'année, hein, qui va nous ramener de nouveaux prospects. Tu devrais te concentrer sur juste ce que tu fais, ton travail. Si tel est fait, ça, je suis d'accord. Quand il fait quelque chose de mal, dire oui, bah, il a fait ça et ça, c'est une merde, ce que tu veux, je m'en fous. Puis après, on passe à autre chose. Mais si toute la journée, tu es là, moi aussi, on m'a repris hein, une fois, parce que quelqu'un a pensé que je me foutais de la gueule de Fernand sur Twitter.
et en critiquant genre son amitié avec Aldric, alors que non, j'étais juste en train de faire une blague en disant il fait quoi l'oncle mort et je disais Aldric, pas toi par rapport à un truc qu'il m'avait dit la veille, Aldric. Aldric, il m'avait cassé la tête la veille avec ses conneries en disant, enfin c'est pas ses conneries, je te respecte l'aîné, mais il était là à me dire oui, tu connais rien, retourne au foot, tu connais rien au MMA. Je fais, eh, vas-y l'ancien, laisse-nous la place, laisse-nous tranquille, laisse-nous charbonner, qu'est-ce que tu racontes? Je te montre les tweets là, tu vois, mais très sympa Aldric en vrai, il est pas méchant, hein. Un peu moralisateur, c'est vrai, mais chic type quand même, tu vois. Il est pas méchant. D'ailleurs, je lui souhaite vraiment que du bonheur. J'espère que Manon va avoir les title shots. Bien évidemment, je serai du côté de la mexicaine. Tu comprends, Aldric, chacun son camp, tu vois, mais très bon type. Mais en tout cas, je voulais dire juste qu'il faut arrêter de s'acharner sur Fernand Lopez. Si vraiment vous détestez Fernand Lopez, la meilleure manière de le faire disparaître, c'est de ne pas parler de lui. Je pense, oui, ça serait bien. Bref, sur ce, c'était Spirit Fight Club, premier épisode. Je vous dis à la prochaine, les mecs. Abonne-toi et like d'ailleurs.